Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. La souveraineté hydrique, la priorité des priorités en cette période de manque de précipitations. Le souverain a tracé la voie à suivre pour accélérer la résilience. L'heure est à la réhabilitation des infrastructures hydrauliques. Dans la région de l'Oriental, le barrage Mohamed V connaît des travaux d'extension pour améliorer sa capacité. Également à la une de ce journal, le Forum d'affaires Maroc-Espagne qui s'est tenu hier à Madrid sous le thème « Investir au Maroc pour une prospérité commune ». L'occasion de mettre en avant les opportunités d'investissement offertes par le Maroc. Nous ferons le point avec Mehdi Tiazi, vice-président général de la CGEM, l'invité de cette édition. Et puis nous parlerons culture, nous vous ferons découvrir une collection de joaillerie qui vient tout droit de Milan. Près de 200 parures trônent au cœur du musée national de la parure. Et c'est la diva italienne Sofia Loren qui a été choisie pour mettre en avant le savoir-faire italien. Bonsoir à tous. La gestion des ressources hydriques au cœur des priorités du Royaume en cette période de sécheresse. Tout un programme est décliné pour l'optimisation de l'utilisation de cette denrée précieuse. Sa Majesté le Roi a tracé la voie pour tout un chantier à même de faire face à cette conjoncture difficile. Le Maroc est aujourd'hui fortement engagé dans une politique axée sur la poursuite et l'amélioration de la stratégie de construction de barrages. Une stratégie qui vise à gérer au mieux les ressources hydriques pour un développement durable. Exemple ce soir avec la région de l'Oriental et focus sur les travaux engagés au niveau du barrage Mohamed V. Rachid L'Aitabi, Samira Asban et Nisrine Aouzdar. Barrage Mohamed V, cela fait plus de 50 ans que cet important ouvrage répond aux besoins des habitants de l'Oriental. Sauf que voilà, la demande ne cesse d'augmenter face à une offre de plus en plus restreinte. Le stress hydrique y est pour beaucoup. Pour remédier à cette situation critique, des travaux de réhabilitation sont entamés au niveau de ce barrage construit sur le bassin de la Melouia. La surélévation du barrage Mohamed V portera sa capacité à environ 1 million de mètres cubes. Les travaux vont bon train. Pendant les premières années, la capacité de retenue de ce barrage s'élevait à 730 millions de mètres cubes. Elle s'est malheureusement rétrécie avec le temps pour atteindre 165 millions. À la fin des travaux qui sont actuellement en cours, cette capacité va connaître une hausse considérable qui permettra un meilleur stockage des ressources hydriques. Autre objectif des travaux de réhabilitation du barrage Mohamed V, atténuer la forte pression exercée sur le barrage Mshrah Hammadi, autre structure hydraulique stratégique pour la région. Elle est aussi fortement impactée par le stress hydrique. Nous sommes conscients des besoins et de la vitalité de ce chantier. D'ailleurs, les travaux s'accélèrent pour atteindre les objectifs escomptés dans les meilleures conditions et dans les temps impartis. La surélévation du barrage Mohamed V se fait avec un engraissement à vallon béton. La hauteur du barrage passera de 63 à 73 mètres. Et puis, en dépit du manque de précipitations enregistrées cette année, la saison actuelle connaît une importante production des céréales, principale en comparaison avec les 5 dernières années. Rien qu'au niveau de la région Casablanca-Stade, cette production devrait totaliser 9 300 000 quintaux. C'est un reportage de Leila Asli Ahmed Al-Hamri avec Zakaria Moukin Billah. Dans cette exploitation agricole de la province de Berchid, la récolte des céréales bat son plein. Depuis une semaine, les moissonneuses sont à l'œuvre. En dépit du manque de précipitations qui a à peine totalisé 209 mm, la production de céréales devrait doubler par rapport à l'année précédente. Il est attendu d'avoir une production de 9 300 000 quintaux de céréales dans la région Casablanca-Stade, répartie entre 45% de blé dur, 25% de blé tendre et 30% d'orge. Pour ce qui est des communes et des localités dévastées, les services d'assurance devraient rembourser les agriculteurs. Une récolte d'importance variable d'une zone à l'autre en fonction des précipitations reçues, ce qui affecte les bénéfices des agriculteurs. Dans ces localités, la production devrait être satisfaisante grâce aux techniques utilisées par les agriculteurs, semis directs, irrigation complémentaire et cycle agricole.
Cette année, la récolte devrait varier entre 12, 14 à 17 quintaux par hectare, que ce soit pour le blé ou pour l'orge. C'est beaucoup mieux que la saison précédente. Nous sommes contents de la récolte, mais nous avons beaucoup de charges. En tout cas, c'est une nette progression. Au niveau de la province de Barchid, la récolte devrait atteindre 1 300 000 quintaux sur une superficie cultivée de 100 000 hectares. La région Casablanca-Stade contribue à hauteur de 17% de la production nationale de céréales. Dossier du Sahara marocain, le Cabo Verde réaffirme son appui à l'intégrité territoriale du Maroc et à l'initiative du plan d'autonomie présenté par le Maroc comme seul et unique, crédible et réaliste à la résolution du différend autour du Sahara marocain. Un appui réaffirmé dans un document adressé aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Le ministère capo-verdien des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration régionale réitère également son soutien aux efforts de l'Organisation des Nations Unies comme cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable aux différends autour du Sahara marocain. À Rabat, ouverture du deuxième cycle de formation des observateurs africains des élections, une étape importante dans la consolidation du partenariat Maroc-Union africaine dans le domaine du soutien à la gouvernance politique en Afrique. Co-présidé par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, ce deuxième cycle reflète un des aspects les plus importants de la coopération avec le département des affaires politiques, la paix et la sécurité à l'Union africaine. Une édition également marquée par l'augmentation du nombre des bénéficiaires, passant de 32 à 61, dont 41 observateurs issus de 5 régions du continent, auxquels s'ajouteront 10 jeunes observateurs marocains. Et à cette occasion, le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Bankole Adoya, est venu prendre part aux travaux du deuxième cycle de formation des observateurs africains des élections, a eu des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Nous vous en parlions hier à Madrid, le Maroc en force pour drainer davantage d'investissements espagnols. Le Forum d'affaires Maroc-Espagne a réuni près de 150 chefs d'entreprise marocains et espagnols. L'occasion de souligner la solidité du partenariat commercial entre le Maroc et l'Espagne, mais également d'encourager les opérateurs espagnols à accroître le volume de leurs investissements au Maroc. En effet, depuis quelques années, l'Espagne est devenue le premier partenaire commercial du Maroc, qui est quant à lui le deuxième partenaire non européen et le premier partenaire africain de l'Espagne. Et pour un décryptage à ce sujet, avec nous en direct depuis Casablanca, Mehdi Tazi, vice-président général de la CGEM. Monsieur Tazi, bonsoir. Vous venez de rentrer de Madrid où s'est tenu le Forum d'affaires Maroc-Espagne. Avez-vous perçu lors de cette rencontre un engouement pour l'investissement au Maroc chez les opérateurs économiques espagnols ? Oui, alors il y avait, durant ce forum, il y avait presque 200 entreprises espagnoles qui ont fait le déplacement et qui sont venues. Il y avait également la présence du ministre de l'Investissement et de la Convergence des politiques publiques côté marocain et de membres du gouvernement espagnol, notamment le ministre du Commerce et de l'Industrie. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait en effet un gros engouement des entreprises espagnoles pour la plateforme Maroc et pour le marché marocain. Et bien évidemment, on se réjouit de ce partenariat renforcé. Et quels sont les secteurs qui intéressent le plus les opérateurs économiques espagnols, mais aussi ceux marocains qui souhaitent investir en Espagne, car finalement, il s'agit de drainer des investissements de part et d'autre.
Côté marocain, le Maroc est une plateforme pour l'Afrique, mais c'est également un marché intéressant en soi. Il y a des secteurs qui sont extrêmement intéressants pour les opérateurs espagnols, comme le secteur de l'eau. Tous les projets qui viennent autour soit de la gestion de l'eau, soit des projets de désalination. Il y a évidemment les projets autour de l'énergie renouvelable qui sont extrêmement importants et pour lesquels le Maroc est leader et affirme un certain leadership depuis une dizaine d'années sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. Nous avons des secteurs comme la pêche, évidemment, qui sont des secteurs importants et la transformation de la pêche. Et puis, je dirais également l'industrie de façon générale et plus spécifiquement le textile pour le côté espagnol. De l'autre côté, l'Espagne est à la fois une ouverture pour le marché européen, pour nos entreprises, mais également une ouverture vers le marché d'Amérique latine. Et donc de ce point de vue-là, pour nos opérateurs, c'est beaucoup d'opportunités. Un secteur, par exemple, qui peut fonctionner dans les deux sens, c'est celui du tourisme, parce que l'Espagne est un marché, est l'un des plus grands marchés mondiaux sur le tourisme. On a à la fois des opportunités pour nous et à la fois des opportunités d'affaires, mais aussi des opportunités d'apprentissage de ce point de vue-là. Et plus de 800 entreprises espagnoles sont déjà installées au Maroc. L'Espagne occupe le 5e rang des investisseurs étrangers dans le royaume. L'enjeu est aujourd'hui d'accroître les volumes de ces investissements. C'est bien cela? Aujourd'hui, il y a à peu près 1000 entreprises, entre 800 000 entreprises espagnoles qui sont implantées au Maroc, donc qui ont investi au Maroc. Mais il y a également près de 17 000 entreprises espagnoles qui commercent d'une manière ou d'une autre avec le Maroc. Donc l'enjeu, c'est l'investissement, c'est aussi les échanges. Et comme je le disais, on peut accroître et on a un enjeu important d'investissement de part et d'autre parce qu'on est une plateforme pour l'Afrique et ils sont une plateforme pour l'Europe et l'Amérique latine. Donc oui, il y a des enjeux d'investissement importants et j'ajoute que le Maroc, avec l'AMDI, que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais aussi le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère de l'Investissement, ont présenté la charte d'investissement, ont mis en avant le fonds Mohamed VI pour l'investissement et le fonds Tatouer pour l'innovation, qui sont autant d'outils qui viennent accompagner les investisseurs qui souhaitent investir dans notre pays. Et même les centres régionaux d'investissement ont été conviés à ce forum. Est-ce une manière de montrer les potentialités des différentes régions du Maroc et par conséquent de favoriser la décentralisation des investissements espagnols au Maroc? Oui, tout à fait. Les centres régionaux d'investissement étaient présents avec, je le disais, l'AMDI et le ministère de l'Investissement et des Convergences publiques. Chaque région a des choses spécifiques à mettre en avant. Si on prend les régions, nos provinces du Sud, par exemple, c'est une formidable plateforme pour les énergies renouvelables, par exemple, mais aussi dans le futur, avec le port de Dakhla, ça sera une plateforme logistique et industrielle. La région de l'Oriental, la région de Tanger est une plateforme industrielle, on le sait. La région de l'Oriental, avec le port de Nador maintenant, se présente comme une alternative et un complément ou une nouvelle plateforme industrielle. Et j'ajoute d'autres régions. La région de Marrakech, bien entendu, est très positionnée sur le tourisme. Donc chaque région a des choses à mettre en avant et c'est la raison pour laquelle il est important que les centres régionaux d'investissement aient été présents pour défendre l'investissement dans leur région. C'est une compétition interne, mais c'est une compétition saine et c'est de cette manière qu'on avancera et qu'on réussira la régionalisation voulue par Sa Majesté. Monsieur Mehdi Tazzi, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes vice-président général de la CGEM. Rentrée scolaire de la prochaine année 2023-2024, le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports annonce le déploiement du projet École pionnière dans les établissements primaires publics. Objectif, l'amélioration de la qualité des apprentissages de base, la réduction de la déperdition scolaire et l'épanouissement des élèves. Ce projet vise à jeter les fondations de l'école publique du futur, basée sur une approche participative répondant aux attentes des élèves, de leurs parents et des cadres pédagogiques.
Ce modèle des écoles pionnières intervient dans le cadre du déploiement de la feuille de route 2022-2026 pour une école de qualité pour tous. Faire de la culture un pilier du développement durable de nos villes et de nos territoires, cela est possible et c'est pour cette raison que des maires et leaders des collectivités territoriales d'Afrique et d'ailleurs se sont réunis à Rabat dans le cadre d'un forum, l'occasion de débattre des expériences des villes qui ont fondé leur stratégie de développement autour de la promotion de la culture. Iman Ablou. Le forum des maires et leaders des collectivités territoriales sur la culture. Autre temps fort qui clôt les célébrations de Rabat, capitale africaine de la culture. Ici, le débat est polarisé autour des expériences des villes qui ont fondé leur stratégie de développement autour de la promotion de la culture et sur les perspectives que ces stratégies ouvrent pour le devenir des territoires. Rabat, capitale africaine de la culture, est une expérience qu'il faudra pérenniser et généraliser au niveau du continent. Son succès est éclatant. Il faudra aussi impliquer davantage les gouvernements dans cet élan en vue de prêter main forte aux collectivités territoriales et aux mairies à cet effet. Ce forum est aussi l'occasion de s'inspirer de l'expérience des villes africaines ou d'autres régions du monde qui ont pris appui sur le patrimoine, la culture et les secteurs créatifs pour impulser leur développement économique et social et l'attractivité. Cette réunion va essayer de voir comment les villes, les collectivités territoriales intègrent la culture comme quatrième pilier du développement durable. Et comment les collectivités territoriales profitent des industries culturelles et créatives pour amorcer une dynamique nouvelle de développement. Les expériences réussies de Rabat dans divers domaines ont de quoi inspirer les participants. L'heure est à l'échange et au partage. Plusieurs expériences menées par Rabat intéressent nos amis africains. Je cite par exemple l'expérience réussie de l'arrosage des espaces verts par les eaux usées traitées. Nos échanges s'étendent à bien d'autres domaines comme la digitalisation en matière des services publics, dans le souci de rapprocher l'administration du citoyen. Les expériences de certains pays du continent nous intéressent aussi dans ce sens. Refonder les politiques culturelles de manière à penser la culture comme un espace public, voilà le credo de ce momentum. La culture est un réel vecteur de création de richesses. Le chiffre d'affaires mondial des industries culturelles et créatives s'élevait à environ 1100 milliards de dollars en 2020, soit 5% du PIB mondial. En Afrique, ce chiffre ne dépasse guère le 1% du PIB, soit 49 milliards de dollars. À présent, de l'art et pas n'importe lequel, la joaillerie. Direction pour cela l'un des fleurons du paysage culturel de la capitale, le musée national de la parure. Un écrin de création qui sort aujourd'hui d'une nouvelle exposition et pas des moindres. Elle vient tout droit d'Italie et c'est Sofia Loren, icône de la beauté et glamour italien, qui est la figure choisie par l'exposition pour mettre en valeur le savoir-faire des joailliers italiens. Diva, Italian Glamour in Fashion Jewelry, c'est le nom de ce grand événement. Le premier au Maroc. En voici un avant-goût avec Oussad Mgheri, Wassim Amsoud. Le récit est signé Maria Aouet. Ce sont près de 200 parures qui ont fait le voyage depuis 1000 ans pour se laisser admirer ici, dans l'antre du beau, après avoir été portées par les icônes du cinéma italien. Égérie spectrale de toute une nation, la diva Sofia Loren incarne la féminité et la beauté dans toute sa quintessence. Voilà pourquoi son image intemporelle met en lumière la collection Diva Italian Glamour. Diva est une collection de bijoux d'apparat conçue par les grands maîtres de la haute couture italienne. C'est une sorte d'hommage aux grandes icônes italiennes qui incarnaient l'élégance et le glamour absolu. J'espère que cette collection plaira aux visiteurs et qu'ils pourront apprécier le savoir-faire des orfèvres italiens.
Créées par les grandes maisons de couture italiennes, ces parures aux allures de diadème donnent à voir la beauté dans toute sa quintessence. Toucher du regard le sublime comme pour effleurer l'essence même d'une élégance jamais égalée. Heureux d'accueillir pour la première fois cette exposition assez exceptionnelle, en réfléchissant, voulez-vous, que cette exposition qui a orné les coups des grandes vedettes qui nous ont, les divas qui nous ont fait rêver, comme Sophia Loren par exemple, et j'en prends qu'elle, qui nous a fait tous rêver. La divine exposition Diva offre aux visiteurs l'excellence de la bijouterie italienne comme un voyage au cœur de la Dolce Vita, là où tout n'est que luxe et volupté. Et pour clore cette édition, je vous propose un spectacle féerique. Ça s'est passé hier à Rabat. La capitale a brillé de 1000 feux. Un show lumière a égayé la nuit dans la place El Berid. La façade de la poste s'est parée de couleurs et de formes. Rabat, ville de la culture, ville lumière, porte bien son nom. Je vous laisse apprécier ces illuminations qui ont fait rêver les habitants et les visiteurs de la capitale.